Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello à tous et à toutes les amis, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui où on va parler du syndrome de l'imposteur. Un vaste sujet mais qui nous touche tous et toutes, notamment lorsqu'on décide de se reconvertir ou du moins d'avoir une carrière dans l'univers du bien-être et du mieux-être, de transmettre aux autres notre super pouvoir, celui d'accompagner les gens à être bien, à être mieux. Et donc, ce syndrome de l'imposteur, il peut un peu nous pourrir la vie. Et j'ai souhaité, pour parler de ce sujet en particulier, accueillir Diane Tayeb. Diane, que je connais depuis maintenant quelques mois, qui est ancienne fondatrice de l'accélérateur de start-up School Lab. Elle est également conférencière, TEDx speaker, donc elle fait des conférences devant des centaines et des centaines de personnes. Elle est spécialisée dans la méditation de pleine conscience. Et surtout, elle connaît bien ces sujets-là, puisque elle pratique avec ses élèves, avec ses clients, appelons-le comme on veut, la méditation de pleine conscience, la CNV, l'énéagramme, pour justement vous révéler à vous-même et vraiment faire que vous vous sentiez bien. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'accueillir Diane dans cet épisode pour spécialement parler du syndrome de l'imposteur. Alors, vous verrez qu'elle vous donne énormément de clés pour essayer de les dépasser, de les identifier et pour pouvoir se sentir mieux face à ce fichu syndrome de l'imposteur. Croyez-moi qu'on n'est vraiment pas là pour vous déprimer, mais pour vraiment vous apporter des clés et dépasser ce syndrome pour ne pas se sentir imposteur et être serein et épanoui dans son activité professionnelle, dans le milieu évidemment du bien-être et du mieux-être, puisqu'on est sur Wellness Impact. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à très vite et en attendant, je vous laisse à notre conversation. Salut Diane! Salut Léa! Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. C'est un début d'année très enthousiasmant et puis je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est moi qui suis contente que tu sois là aujourd'hui avec moi parce que je sais qu'on va parler d'un sujet qui revient depuis que j'ai créé Coplénie, donc en 2019, qui est le syndrome de l'imposteur. Et je sais que toi, tu as énormément de clés à donner. D'ailleurs, tu en donnes dans la Wellness Impact Academy parce que tu es une des coachs du programme. Donc, c'est moi qui suis ravie de t'accueillir pour parler de cette thématique. Alors, Diane, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Ouais. Moi, je viens pas du monde du bien-être à la base, je viens du monde du business. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans des startups pendant plusieurs années. J'accompagnais des entrepreneurs, en fait. J'aidais des entrepreneurs à passer de 0 à 1. Donc, j'ai une idée à j'ai une boîte avec des clients, un produit, et ça se passe bien, etc. Et puis, en faisant ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'adorais mon job, mais il y avait quelque chose qui était incomplet chez moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très émotif et de très sensible. Et je pense que toute la quête de ma vie a été de plutôt moins autour des projets que autour de la personne, de l'humain. Et donc, j'étais frustrée, en fait, de pas avoir cette dimension-là qui avait plus d'espace. Et donc, j'ai commencé à aller explorer plein de choses liées à la connaissance de soi, aux relations avec les autres. Et donc, ça fait 5 ans que j'accompagne tout à chacun pour mieux se connaître et pour créer une vie qui est alignée avec qui on est, avec ce qui est important pour nous. Ça prend plein de formes différentes. Mais voilà, si je veux dire brièvement, on peut déjà commencer par là. Alors, plein de formes différentes. Moi, je te connais, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, je donne des retraites, des stages, des conférences pour tout un chacun. Donc, par exemple, là, le week-end qui arrive, je donne un stage d'énéagramme. L'énéagramme, c'est une grille de lecture des personnalités passionnante, on pourra en parler avec plaisir. Je donne des stages aussi de méditation de pleine conscience et de danse que je co-anime avec mon frère Frédéric et c'est assez génial. Bon, c'est un temps pour apprendre à se reconnecter à son corps, à prendre soin de soi et aussi à se libérer, quoi, à s'ouvrir, se déployer. Et j'interviens en entreprise sur plein de sujets différents,
justement le syndrome de l'imposteur, comment prendre confiance en soi, comment travailler avec sa critique intérieure, qui est très très liée avec le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, on en parlera. Comment construire son équilibre vie pro vie perso, comment gérer son stress, comment apaiser ses émotions. Bref, beaucoup beaucoup de choses qui tournent autour de l'intériorité en fait. Et puis, je donne aussi des conférences, voilà, mais tout est un peu autour de ces thématiques-là. Et j'ai une petite question, Diane. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'autre? Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que ça vient de beaucoup d'insécurité. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très, beaucoup d'insécurité, très timide. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours l'impression que j'étais inférieure, que j'étais moins bien, qu'il me manquait ceci, qu'il me manquait cela. Je me comparais en permanence avec les autres en voyant, tout ce qu'ils avaient de plus, que moi et tout ce qui me manquait. Et en fait, j'ai dû apprendre pour me sentir bien dans mes relations. Pardon, j'ai des chatons qui sont en train de faire la Java. J'espère que ça fait pas trop de bruit pour les auditeurs. Mais voilà, comme ça, ils savent un petit peu le contexte sonore de, de cette interview. Mais bref. Et donc, pour me sentir en sécurité dans mes relations, j'ai dû apprendre à comprendre, en fait, l'être humain. Donc, ça a vraiment commencé par une quête personnelle d'apaisement. Je pense que j'ai naturellement beaucoup, beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais plus branchée sur les émotions des autres que sur les miennes. Parfois, j'arrivais dans une salle, je ressentais des choses et je me disais: «Tiens, je me sens pas à l'aise. Pourquoi je me sens pas à l'aise?» Et puis avec le recul, j'ai appris que dans ces moments-là, peut-être qu'en fait, c'était pas moi qui me sentais pas à l'aise, c'était la personne en face. «Tiens, Mmh. je me sens en colère. Pourquoi je me sens en colère?» «Ah ben non, en fait, c'est pas moi qui me sens en colère, c'est la personne en face». Mais tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc ce côté un peu éponge émotionnelle ne m'a pas laissé d'autre choix que d'aller comprendre l'être humain, l'autre à l'intérieur de soi, l'autre à l'extérieur de soi, soi-même, et cetera, et cetera. Je dirais que ça part de là, en fait. Ça part de ma grande émotivité et de ma grande insécurité, à la base. D'accord. Et ça m'a aidé à construire petit à petit, de la confiance, de l'harmonie, de la joie dans les relations et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ressentent ce que tu évoques, donc je pense que ça parlera à beaucoup d'entre nous, à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas une bonne partie. C'est sûr, on nous a jamais appris à quel point, les émotions sont contagieuses, à quel point c'est des choses qui sont tangibles et réelles. Donc on nous a appris à les refouler, les mettre de côté et à pas se rendre compte, en fait, de ça et du coup ça crée une sorte d'intuition, mais qu'on refoule donc trop bien si ça permet de mettre des mots et de rassurer sur le fait que c'est humain, normal et il y a rien de mal à ça, en fait. Et que ça peut être au contraire quelque chose qu'on peut comprendre et que ça donne en fait, c'est des informations en réalité. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait énormément de personnes qui se lancent aujourd'hui ou qui sont installées, hein, mais surtout qui se lancent dans cette compréhension de l'autre et surtout dans, j'ai une activité qui amène du bien-être ou du mieux-être ou juste de la joie, aux autres? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Pour moi, il y a le fait qu'on a changé de modèle de société. On est dans un monde en transition. Nos parents, ils ont vécu dans un monde où il y avait un modèle unique qui fonctionnait. L'économie en croissance, le marché du travail stable, des carrières qui duraient 15-20 ans dans le même secteur, etc., etc. Il y avait une sorte de modèle établi qui n'était pas trop remis en question. Et eux, leur objectif, en tout cas moi je parle pour mes parents et ce que je vois autour de moi, leur objectif principal, c'était d'assurer une forme de sécurité pour leurs enfants, pour leur famille, une forme de stabilité. Et que nous, peut-être que notre génération, on a eu la chance à la fois de bénéficier de cette sorte de sécurité et donc de pouvoir aller plus loin et de se demander: «OK, cool, j'ai cette forme de sécurité, mais qu'est-ce que je veux au fond? Est-ce qu'il y a que ça, en fait, dans la vie? Est-ce que c'est juste, voilà, travailler, accomplir des objectifs, augmenter en statut social et cetera ou est-ce qu'il y a autre chose?» Donc ça, c'est le 1er élément de réponse. 2e élément de réponse, on est dans un monde qui va mal. Donc à la différence de nos parents où le modèle était plutôt bien vu, positif, et cetera. Nous, on est dans un monde où, on voit, toutes les inégalités, sociales, au niveau mondial. On voit, tous les problèmes écologiques, on voit qu'on fait mal à la planète et donc tout ça, ça vient faire émerger la question du sens, en fait. Et donc le sens, c'est donc, finalement, à quoi j'ai envie de contribuer et peut-être que j'ai pas juste envie, entre guillemets et chacun ses choix, il y a vraiment pas de jugement. Mais peut-être que, là-dedans, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont pas, envie simplement d'avoir, un job, une famille, et cetera, mais qui se disent: «En fait, j'ai envie que mon passage sur la planète ait un bénéfice, positif sur le monde, le vivant» et dans le vivant, il y a certains qui vont avoir une sensibilité particulière pour les êtres humains, qui vont avoir envie de prendre soin des autres,
Et peut-être que ça part aussi d'une démarche personnelle à la base et qu'ils ont d'abord commencé par apprendre à s'équilibrer eux et qu'ensuite ils ont eu envie de diffuser ça. Ouais, carrément. Voilà un peu les éléments de réponse qui me viennent là comme ça. Et je pense que le Covid a beaucoup, beaucoup aussi, mais c'est vraiment pour moi juste un accélérateur. C'est-à-dire que tout était déjà là. Moi, je vois la méditation, il y a ouais 10 ans quand j'ai commencé à en faire, mes potes, se marraient et puis maintenant c'est devenu tellement, répandu. Donc je pense que c'est vraiment un mouvement de fond et je crois que le Covid a fait encore plus émerger ces questions de sens, de: «Mais qu'est-ce qu'on fout en fait, au-delà de nos courses effrénées, pourquoi on est sur terre en fait? Enfin, c'est quoi le sens de la vie et qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre temps et de notre énergie?» Ouais, c'est clair. C'est des très, très belles questions et puis je pense que quand on a répondu à ça, on a déjà une bonne partie de de répondu. Quand on se pose la question, du moins. Encore C'est faut-il ça. se la poser. Encore faut-il se les poser. Mmh. Ce serait ça ta définition de: «Je suis une accompagnatrice, une coach». Alors le mot coaching, il est très galvaudé aujourd'hui, Mmh. de par le fait qu'en fait, on met un peu tout et n'importe quoi et n'importe qui aussi derrière. Ce serait ça ta définition de: «Aujourd'hui, je suis une accompagnatrice, je suis une transmettrice»? Alors moi, c'est assez drôle, mais à chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, c'est toujours difficile de le dire de manière concise. Mais en fait, j'arrive qu'avec à utiliser des images. Mais moi, j'ai l'impression que mon rôle, en tout cas le rôle que j'aime avoir, c'est d'allumer des étincelles. De rappeler à chacun qu'il y a tous une petite flamme à l'intérieur de nous qui demande que à se déployer et qu'on peut en prendre soin, en fait. Et cette flamme-là, c'est, ce à quoi on a envie de contribuer, c'est notre joie, c'est, la singularité de qui on est. Moi, je crois vraiment que chacun a une singularité avec des talents qui sont spécifiques et que ces talents, ils demandent qu'à être déployés et que notre système éducatif aujourd'hui, malheureusement, il nous apprend pas à faire ça, donc on l'apprend plus tard par nous-mêmes. Mais ouais, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de réveiller les gens, en fait, à qui ils sont et très humblement d'aider alors c'est pas moi qui allume l'étincelle, mais à leur rappeler, en fait, que cette étincelle, elle est là, pour qu'ensuite ils puissent en prendre soin et se déployer, quoi. Mais tu vois, c'est très long pour expliquer ça. C'est assez métaphorique, mais j'ai du mal à l'expliquer autrement. C'est ça qui me parle, moi, en tout cas. OK, bah, merci pour ton témoignage, Yann. Ce qui est très personnel. Tu disais qu'on était tous singuliers, qu'on avait tous des zones d'excellence, de génie, des zones de confort aussi pour d'autres aspects. Donc, merci pour cette définition qui appartient qu'à toi et qui est très belle. Merci. Et alors une fois qu'on a vu ça, tu sais qu'ici, tu es sur mon podcast Wellness Impact dans lequel on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui je vis Mmh. de cette Mmh. passion, de ce rêve animé, Mmh. réveillé même, Mmh. parce que on parle de réveil, ensemble depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça, que j'ai envie de transmettre aussi, Mmh. dans mes épisodes et avec mes invités. Donc j'ai envie de te poser une question. C'est quoi pour toi être un entrepreneur du Mmh. bien-être? Ouais. Alors pour moi, c'est, avoir l'envie et l'élan d'être dans l'initiative d'apporter quelque chose, Mmh. et donc du coup une certaine autonomie aussi. Et alors après on peut s'associer avec plein de gens, on peut faire plein de choses avec, différentes personnes, mais il y a quand même une dimension où on va être à l'impulsion de quelque chose. Ouais, voilà et donc c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose qui est singulier justement et qu'on a envie de le créer, de le construire pour de l'apporter aux autres et donc il y a une dimension en effet entrepreneuriale clairement. Qu'est-ce que tu dirais c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? L'entrepreneuriat, bah, c'est tout simplement monter un projet. Donc ça veut dire quoi monter un projet? C'est comprendre les besoins de personnes, d'utilisateurs, de clients, on les appelle comme on veut, de personnes, de comprendre des besoins et de construire, alors si on parle en termes de business, tout simplement un produit qui répond à ces besoins et de comprendre comment créer un équilibre économique pour que, on puisse faire vivre ce projet-là, qu'il y ait des sous qui rentrent, qui permettent de financer les sous qui sortent et que tout ça, ça fasse un projet qui peut vivre et se déployer et après chacun va y mettre l'ampleur qu'il veut y donner. Moi, je sais que quand j'ai quitté mon dernier job à Scolab il y a 5 ans, mon objectif, c'était de me dire: «Ben, je veux créer ma boîte, mais ma boîte, je veux que ce soit moi et moi-même. Je veux vivre de ce que j'aime, en coopérant avec des gens qui m'inspirent, avec qui j'ai envie de travailler, mais j'ai plus envie d'avoir de manager et j'ai plus envie d'avoir de salariés. Et ça aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat et il y en a d'autres qui vont dire: «Bah, moi, je veux créer une boîte qui va avoir de la croissance, grandir, avoir une équipe toujours plus grande chaque année et cetera». Et là, c'est chacun qui trouve, quels sont ses besoins, ses envies et ses choix à un instant T. Mais il y a entrepreneuriat à partir du moment où il y a
des personnes, où il y a un problème que l'on veut résoudre pour des personnes en proposant une offre et avec un équilibre économique. Tu l'as tellement bien dit et parfois mieux que moi. Parce que je me fais en ce moment, tacler, enfin bon, je dis en ce moment, mais en fait depuis toujours, depuis en tout cas que Coplenny existe, sur business et bien-être. Je mets Mmh. bien-être entre guillemets, hein, c'est bien-être, mieux-être, accompagnement, Oui, 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 oui. de l'autre et souvent j'ai beaucoup Il y a de des gens qui sont en tacles. résistance? Ah ouais, c'est Oui, vrai? énormément et Ils te disent donc quoi? bah, en fait, ça fait appel, je pense, à la légitimité, à la relation à l'argent, à l'im au syndrome de l'imposteur dont on va parler juste après et effectivement, il y a, ce côté où je me fais, attaquer, alors je mets des grosses guillemets, hein, Oui, 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 oui. en tout cas interpeller sur, bien-être et business, ça ne colle pas et tu as donné une définition très claire de ce que c'est et effectivement, la plupart, je dis bien la plupart parce que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac ou dans le même, la même barque, la plupart veulent vivre de leur activité. Mmh mh. Donc ça, c'est ouais, c'est merci pour cette, jolie définition. Avec plaisir. Alors justement, souvent ce qui bloque dans tout ce qu'on est en train de parler et pour entreprendre dans le milieu du bien-être, ce qui d'ailleurs n'est pas une démarche première. On n'entreprend pas au démarrage, on a envie de transmettre aux Mmh, autres, on s'intéresse à l'humain comme complètement. tu l'as Ouais. dit. Ce qui bloque et tu le sais, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur comme on le nomme. Déjà toi, quelle est ta définition de ce groupe, de mots, syndrome de l'imposteur? Alors, déjà, la manière dont la définition elle est faite, elle est un peu bizarre parce que ça ferait presque croire que c'est une maladie, alors qu'en fait, c'est pas du tout une maladie, c'est juste un ensemble de schémas de pensée qui sont humaines, qu'on a tous, et qui vont nous dire en permanence qu'on n'est pas légitime, qui va nous comparer avec les autres. Et alors, pour certains, ça va être des pensées. Donc, ça va être vraiment la forme de choses qu'on se raconte dans nos têtes. Ben non, mais Diane, t'es qui pour faire ça? De toute façon, regarde, tu seras jamais aussi forte que si ça et ça. Et puis, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, etc. Donc, pour certains, ça va être vraiment des pensées qu'on entend dans la tête. Et ça peut être aussi un sentiment dans le corps. Ça peut être une sorte de ressenti intérieur d'être petit, d'être impuissant, d'être entravé. Et en général, ça va être tout un schéma donc de pensées, de sensations qui vont nous empêcher, en tout cas qui vont être des obstacles à traverser pour aller au-delà, au devant de notre projet. Et on peut même dire, alors c'est marrant parce que syndrome de l'imposteur, bah voilà, c'est un peu la définition officielle dans ce secteur, dans le monde de, on va dire, oui, la psychologie, le bien-être, et cetera. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi, dans le milieu de la pleine conscience. On parle du doute. Le doute, c'est une des tendances de l'esprit. Il y a 2 formes de doute. Il y a un doute qui est positif, constructif, de se questionner, de se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Est-ce que c'est plutôt ci, plutôt ça? Tiens, comment je m'adresse aux gens? Est-ce que c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça?» Ça, c'est plutôt constructif. C'est un doute qui permet de se questionner et d'avancer. Et il y a une autre forme de doute, qui est l'équivalent du syndrome de l'imposteur. C'est un doute qui entrave, qui mine, qui diminue. En fait, on le reconnaît parce qu'il pompe nos ressources. Voilà, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Et une chose à dire, c'est que c'est très humain, qu'on le ressent tous à un moment donné dans nos vies, et qu'il n'y a rien de mal à ça, et que ça n'est pas un problème, c'est une traversée que probablement la plupart d'entre nous ont. Comment il se manifeste ce syndrome de l'imposteur? Par exemple, bah, je peux donner des anecdotes. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à me former à tout ce qui anime ma vie aujourd'hui, à savoir la méditation de pleine conscience et la CNV, par exemple, et l'énéagramme, c'est un peu mes 3 piliers. Et ben, donc voilà, je faisais une tonne de retraites de méditation, de stages, j'étais passionnée. Et puis on me demandait au travail: «Tiens Diane, tu veux pas nous faire une session de méditation?» Et le syndrome de l'imposteur, ça peut être la boule au ventre qui arrive à ce moment-là et qui va faire dire non, alors qu'au fond, on adorerait faire ça. Donc ça peut être ça, une forme. Une autre forme, autre exemple que je peux donner, au moment donc moi j'anime des méditations sur l'appli Mind, et au moment du Covid, donc c'était mon prof qui animait les méditations matinales tous les jours. Il s'appelle Martin Aylward. Mon prof, je l'admire beaucoup, il est génial, enfin j'ai appris beaucoup, beaucoup de lui. Et pendant, le confinement, il a attrapé le Covid, donc il pouvait plus animer les méditations matinales. Et donc Julien, qui est, l'autre fondateur de Mind, m'a envoyé un message pour me dire: «Est-ce que tu serais d'accord de remplacer Martin, cette semaine?» Et là, panique à bord.
Et dans ma tête, je me disais: «Mais en fait, Diane, qu'est-ce que les gens vont penser de toi si tu remplaces Martin? Ils vont te comparer à lui, ils vont te dire: "Mais pour qui elle se prend celle-là pour donner des méditations alors que c'est Martin qui le font d'habitude?" Ils vont se dire que je suis nulle, ils vont scruter le moindre de mes mots, et cetera, et cetera. Et ça m'a fait vraiment, beaucoup, beaucoup d'angoisse, en fait. C'est vraiment un sentiment d'angoisse. Et à ce moment-là, je me suis posée et je me suis dit: «OK, est-ce que dans le fond, tu as envie de le faire?» Ben ouais, c'est génial. Enfin, je vais animer une méditation pour matinale avec plein de gens qui écoutent en ce moment. Ils en ont besoin parce que c'est le Covid. Moi, la méditation, ça m'aide beaucoup en ce moment pendant le confinement. C'est un honneur qu'on me propose ça. C'est une chance folle. OK. Et donc, du coup, bah, si tu as envie de le faire, pourquoi tu le ferais pas? Bah, parce qu'en fait, j'ai trop peur. OK. Et si tu prends un peu de recul, bah, en fait, on m'a demandé presque un service. Martin, il peut pas le faire, en fait. Là, tu es en train de rendre service. Est-ce que tu peux dépasser ta peur pour rendre ce service? Et puis après, tu feras le point. Tu le fais juste 5 jours. C'est quoi 5 jours? Et après, tu verras. Puis finalement, ça fait, ça fait 3 ans que j'anime des méditations sur Mind le matin. Mais la première semaine, c'était la panique. À chaque fois que j'enregistrais une méditation, je tremblais, etc. Donc voilà un peu les différentes formes que peuvent prendre le syndrome de l'imposteur. Ça peut être aussi aller en rendez-vous et se foirer complètement parce qu'en fait, on se dit tellement qu'on n'est pas à la hauteur qu'on crée ce qu'on craint en quelque sorte. Toi qui as bien analysé ton syndrome de l'imposteur et certainement celui de beaucoup de personnes que tu as pu accompagner ou voir même dans ton entourage. Enfin, c'est vrai, on l'a tous eu. Moi, la première, ce syndrome de l'imposteur, j'en parle dans un de mes épisodes hors série. Alors, on va pas parler de toutes les causes et puis pas en détail parce que voilà, il y a. Mais quelles sont pour toi les 2, 3, 4 causes qui reviennent systématiquement où tu vois que c'est des schémas de pensée qui sont les mêmes? Ouais, alors, je pense la première chose, c'est tout simplement de se comparer aux autres et de se comparer à un certain idéal et de se dire que tant qu'on n'a pas atteint cet idéal, on n'a pas le droit d'exister, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très fondamental dans le fait de se donner le droit et la permission d'essayer, de se planter et en fait, de valoriser davantage l'initiative, la contribution à la perfection. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui a switché dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être jugée. Moi, je me suis dit: «Mais en fait, Diane, on s'en fout. Là, tu es là pour partager, en fait. Le sujet, c'est pas est-ce que tu vas être jugée. Le sujet, c'est tu vas partager quelque chose qui te tient à cœur. Et les gens, ils sont libres d'être touchés ou pas. Mais ça t'appartient pas. Toi, ton rôle, c'est si ça te tient à cœur, ben partage-le. Et donc ça m'a switché ma perception. Donc je pense que première cause, c'est se comparer à un idéal et se dire que tant qu'on n'a pas atteint cet idéal, on n'a pas le droit même d'essayer. Et pour te donner pas mal d'exemples, moi j'accompagne aussi, je l'ai pas forcément dit en intro, mais j'accompagne beaucoup des gens en transition professionnelle aussi. Je travaille avec Switch Collective notamment, mais aussi, voilà, j'accompagne des gens en transition professionnelle. Et je vois que, tu vois, il y en a, c'est génial, à la fin du programme, ils ont des super projets. Tiens, moi j'ai envie de travailler autour de la sobriété, comment rendre les gens conscients de la protection du vivant, de la surproduction, de la surconsommation, etc., etc. Donc des trop beaux projets. Et en fait, ben, leurs prochaines étapes seraient aller de rencontrer des gens, par exemple. Et en fait, ils n'arrivent pas à y aller parce qu'ils se disent, mais je suis qui pour aller parler à telle personne? Comme si, en fait, avant même d'avoir, enfin, comment dire, comme si pour avoir le droit d'agir, il fallait déjà avoir fait plein de trucs, mais du coup, c'est un serpent qui se mord la queue. Parce qu'en fait, il faut bien démarrer quelque part. C'est clair. Il faut bien démarrer quelque part. Et du coup, je pense une des choses essentielles, c'est de se donner le droit d'agir et d'essayer et de se rendre compte qu'en fait, on est en train de se comparer à un idéal et que l'idéal n'existe pas et que c'est juste une projection mentale. Ça, je pense, c'est un des gros phénomènes, c'est ça. Ouais, franchement, en fait, pour moi, c'est vraiment parce que j'allais dire, c'est aussi de considérer qu'il faut avoir de l'expertise pour faire le moindre pas. Alors, en fait, l'expertise, elle se construit en agissant. Et en fait, il y a vraiment cette croyance de pour agir, je dois avoir fait plein de trucs, je dois être légitime, je dois avoir compris plein de trucs. Mais du coup, comme c'est en agissant qu'on construit l'expérience, ben, en fait, ça ne se fait jamais. Et donc, il y a une sorte de, ben voilà, procrastination, point zéro, etc. Et il y a vraiment la nécessité de s'autoriser à apprendre. Je pense que c'est assez essentiel. Donc, comparaison à un idéal, comparaison avec les autres, sentiment de doute de soi. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, tout ce qu'on a comme défaut, on va voir tout ce qui nous manque, on va se démontrer par A plus B pourquoi on n'est pas la bonne personne pour faire ça ou pourquoi on va rater.
Alors moi, j'ai parfois pu observer dans mon esprit que dans ces moments-là, j'allais imaginer dans ma tête comment j'allais foirer. Et en fait, c'est terrible parce qu'en fait, en projetant dans sa tête comment on va foirer, ben, on se donne pas les ressources dont on a besoin pour réussir. Et donc, j'ai pu faire des méditations parfois de moi à moi-même où je visualisais comment ça allait bien se passer pour me mettre dans une bonne disposition et pour du coup avoir vraiment une perception différente, me dire bah oui, j'ai peur, je suis stressée, la peur c'est humain, tout le monde a peur, mais ma peur n'est pas une réalité. Le problème, c'est que souvent, la peur, on la confond avec la réalité. On pense que c'est une vérité. Par exemple, ma mère qui est très stressée pour ses enfants et qui a souvent peur, ça lui est arrivé de voir aux infos, j'en sais rien, que à Lille, là où habitait mon frère avant, il y a eu, j'en sais rien, un incendie, et elle va se dire que en fait, c'est sûr qu'il est arrivé un truc à son fils. Et dans ces moments-là, elle croit que c'est vrai, alors que c'est juste une pensée dans son esprit. Et ben, le syndrome de l'imposteur, c'est pareil. Une pensée dans notre esprit va nous dire qu'on va pas y arriver et on pense que c'est la vérité, alors que c'est juste des paroles qu'on se prononce dans nos têtes. Et à Mmh. partir du moment où on se rend compte qu'en fait, c'est juste des phrases qu'on se prononce dans nos têtes qui n'ont aucune vérité, on peut prendre du recul et on peut commencer à apaiser cette peur pour y aller dans une autre disposition. Ouais, carrément, carrément. Est-ce qu'il y a pas aussi le côté, je veux être à la hauteur, le regard des autres, en fait? Ah, c'est sûr qu'il y a le regard des autres, ouais. C'est sûr qu'il y a le regard des autres qui rentre en compte. Pour moi, la comparaison avec un idéal, elle est beaucoup liée à la comparaison avec les autres. Souvent, on va projeter sur les autres un idéal qu'on a dans notre esprit en disant: «Ah mais lui, elle y arrive et pas moi» et du coup et alors il y a autre chose aussi, c'est que, on a souvent peur de montrer, de se révéler en fait. On a peur d'être vu Mmh. et du coup, cette peur d'être vu, elle peut entraver aussi, notre déploiement parce qu'en fait, c'est même pas la peur de c'est-à-dire qu'il peut y avoir une peur du jugement, mais c'est presque la peur d'apparaître à l'autre, en fait. C'est la peur de se révéler tel que l'on est, la peur de montrer des facettes de soi qu'on n'a pas l'habitude de montrer, aux autres. Donc il y a vraiment aussi cette peur-là qui est très, très liée à ce que tu décris, ouais, en effet. Mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est souvent ce que je vois. On Mmh. m'appelle pour me dire, mais du coup, des personnes qui débutent: «Mais comment ça va pour eux en ce moment?» Bim, comparaison à l'autre. Bah Bon, oui, après ça, c'est très, très lié à la légitimité aussi, mais on en bien parlera sûr, dans un complètement, autre épisode toutes les 2, complètement. parce que c'est vraiment étroitement lié. Alors une fois qu'on a dit tout ça, parce que bon, faut penser quand même à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Bon, là, on n'est pas là pour vous plomber le moral. Rien n'est irréversible, tout est éphémère, je répète bien assez. Est-ce que Diane, tu as des clés pour qu'on s'en sorte? Mais oui, on va s'en sortir! Alors déjà, ben, la première étape pour sortir d'un piège, c'est de prendre conscience qu'on est dedans. Donc première étape, se rendre compte qu'on est, dans une boucle de doute. Donc se dire: «Ah tiens, là, je suis en train de douter de moi». Ça n'est pas une vérité, c'est un schéma de mon esprit qui est un schéma humain et naturel que tout le monde a. Ça n'est pas moi, ça n'est pas la vérité, ce sont un système de pensées, de sensations et d'émotions qui me traversent. Déjà, ça permet de se désidentifier de ce qu'on ressent. OK? Alors, mais pour se désidentifier, il fallait d'abord avoir identifié qu'il y avait ça. Qu'est-ce qui peut aider pour identifier qu'on est dans le syndrome de l'imposteur? Bah, alors chacun va avoir ses mécanismes, mais moi je sais que ça va être souvent, je vais pas oser parler. Je vais me sentir toute petite. Je vais regarder les autres et je vais voir tout ce que les autres ont de stylé autour de moi. Je me dis: «Ah, elle est trop stylée, elle parle trop bien. Ah, lui, il est drôle. Ah, non, 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 non». Comme si comme si en fait je ne voyais comme si je n'étais qu'en comparaison de ce qui me manque avec, ce que les autres ont d'admirable. Et c'est trop bien de regarder ce que les autres sont admirables, tant qu'on n'est pas dans une comparaison et que ça n'est pas des arguments qu'on se donne pour se diminuer et s'empêcher de parler, contribuer, et cetera, et cetera. Donc du coup, première étape, identifier les signaux qui nous apprennent qu'on est pris dans ce schéma-là. Donc ces signaux, ils peuvent être sensoriels, la boule au ventre, se sentir tout petit, mal au dos, parfois on le voit même dans le corps, on peut pas parfois, ben voilà, dans des moments où on se sent pas bien, on se recroqueville un petit peu, on rentre la tête dans les épaules, on courbe le dos, et cetera, et cetera. Et après il y a une texture intérieure un peu particulière d'une sorte de pas d'atrophie, mais de manque d'énergie, de tension dans le ventre, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est au niveau sensoriel.
Ensuite, au niveau émotionnel, on va ressentir potentiellement de l'angoisse, du stress, de l'inquiétude, etc. Et au niveau cognitif, au niveau mental, il va y avoir des phrases qu'on va se répéter. Genre, par exemple, on va avoir envie de dire quelque chose. Et par exemple, moi, j'ai beaucoup eu ça. Parfois, dans des formations, je n'osais pas poser des questions, comme si ma question n'était pas légitime. Et je me voyais en train, dans ma tête, je me formulais la question et je me disais non, mais en fait, la pose pas maintenant. Ah, mais regarde, lui, il a déjà posé une question. Non, mais il n'y a plus de temps pour poser des questions, etc. Comme si en fait, mentalement, ça peut être un élan vers quelque chose qui est entravé par une autre partie de soi. Comme s'il y avait un peu deux parties de soi en opposition. Une partie de soi qui a envie de quelque chose et une partie de soi qui retient. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est des signaux qu'on peut identifier dans son intériorité qui se permettent de se rendre compte, tiens, là, je suis pris dans le syndrome de l'imposteur. Une fois qu'on en a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait? On respire. Pourquoi on respire? Ok, je respire. Je fais l'exercice en même temps, hein. Parce que la respiration, c'est un des outils les plus puissants pour apaiser notre être. C'est ce qui va réguler notre système nerveux, c'est ce qui va envoyer le message à notre corps de je ne suis pas en danger. Parce que ce qui se passe quand on se sent pris dans des schémas d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur, etc., on se sent en danger, en fait. On a l'impression qu'on est en danger. Le fait de respirer, ça permet de rappeler à son corps que non, on n'est pas en danger. En fait, tout va bien, on est en santé, on a un corps qui est là, on respire, etc. Deuxième chose, de porter son attention sur autre chose que ce schéma de pensée. Par exemple, ressentir ses pieds, ressentir ses mains, ressentir son ventre qui se gonfle. Bref, aller mettre son attention ailleurs que vers le schéma de pensée qui m'aspire, en fait. C'est presque une qui m'agrippe. Voilà, je me dis: «Ben non, en fait, est-ce que je m'aide, en fait, en étant en train de penser à ça? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est vrai? Et si je me pose ces questions, est-ce que je m'aide? Est-ce que c'est utile et est-ce que c'est vrai?» Et ben, en fait, souvent, ça va m'aider à prendre du recul. OK? Donc je reviens à mon corps, je reviens à ma respiration, je me coupe de ce schéma et ensuite, ce qui est vraiment important de faire, c'est de faire un travail d'introspection. Parfois, sur le moment, la seule chose qu'on peut faire, c'est juste respirer et faire du mieux possible pour ne pas être agrippé. Mais par contre, si on a un peu d'espace et un peu de temps à soi, on peut se prendre un papier, un crayon et écrire. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter dans ma tête? Je suis en train de me raconter que je vais jamais y arriver, nanana, nanana, nanana. Et on laisse dérouler le fil de ses pensées. Et alors bon, là, je vais pas forcément faire un cours de CNV parce que voilà, de communication non violente parce que j'ai conscience qu'on a peu de temps. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est la communication non violente, elle nous dit que derrière chaque émotion qu'on ressent, il y a un besoin. Derrière une émotion agréable, il y a un besoin qui est nourri, et derrière une émotion désagréable, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Par exemple, mettons que j'aille présenter un projet, ok, et qu'à ce moment-là, je me sens vraiment pris dans la peur de ne pas être légitime. Et ben, c'est quoi mon émotion? Peut-être que j'ai de l'anxiété, peut-être que j'ai de la frustration, etc. C'est quoi mes besoins derrière? Et ben, peut-être que j'ai besoin de légèreté, peut-être que j'ai besoin de confiance, peut-être que j'ai besoin de fluidité dans la relation avec mes interlocuteurs, etc., etc. Et le fait d'aller nommer ces besoins, et ben, ça permet de se mettre dans une dynamique qui est davantage tournée vers la construction et la marge de manœuvre que j'ai, plutôt que en boucle dans l'émotion et le schéma de pensée. Donc, aller décrypter et comprendre ce qui se passe. Bon, après, on peut aller encore plus loin. On peut aller. Il y a plein d'exercices géniaux qui permettent, par exemple, d'identifier les petites voix qu'on a dans nos têtes, d'où elles viennent. Il y a un exercice que j'avais fait du livre Libérez votre créativité de Julia Cameron, où en gros, on propose de dessiner sa galerie des monstres. Donc, on prend une feuille et puis on note toutes les phrases qu'on a entendues dans notre vie ou toutes les phrases qu'on se répète dans nos têtes qui nous minent, qui nous jugent. Et on se rappelle peut-être, voilà, j'en sais rien, une maîtresse au primaire qui nous a dit de toute façon, Diane, t'es incapable de parler de manière. Je vais donner un vrai exemple. Moi, en prépa, j'ai un prof qui m'a dit un jour, à ma première fois que je vais faire un exposé, une colle en prépa en histoire, il m'a dit on comprend rien à ce que vous racontez, on dirait un chien fou lancé dans une prairie. Et donc, toutes les phrases qu'on entend comme ça dans nos vies, forcément, elles ont un impact. Et alors que maintenant, j'adore prendre la parole en public et que je suis claire, j'ai pu avoir pendant longtemps une petite voix qui me dit mais Diane, de toute façon, toi, t'es pas capable de prendre la parole en public. Regarde, on dirait un chien fou lancé sur une prairie. Donc, du coup, le fait d'écrire tous les jugements qu'on a pu entendre et de se désidentifier d'eux, il y a plein de manières de le faire. On peut imaginer que les personnes qui nous ont dit ça, qu'on leur écrit une lettre
pour leur répondre, etc. Bref, il y a plein de choses hyper intéressantes à faire. Et aussi, on peut faire la galerie des génies. Donc, la galerie de toutes les belles phrases qu'on a entendues sur nous qui nous rassurent et qui nous permettent de prendre confiance en soi et qui nous permettent de nous rappeler, en fait, ce qu'on peut apporter. Bref, il y a plein d'exercices comme ça qu'on peut faire. Mais en gros, prendre conscience, respirer et de l'introspection. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi apprendre à s'aimer? Clairement, clairement, clairement. Et ça, tous ces exercices, pour moi, ils aident à ça, en fait. C'est-à-dire reconnaître la valeur de ce qu'on apporte, prendre conscience que ce qui nous entrave, ce qui nous fait du mal et les manières par lesquelles on se répète des choses qui nous entravent, apprendre à prendre conscience que c'est humain et apprendre à mettre de la douceur dans nos vulnérabilités, à prendre soin de nos vulnérabilités. Et tout ça, clairement, ça contribue à mieux s'aimer, clairement. Et avec tout ça, on n'est plus un imposteur. On ne l'est pas de toute façon. Par définition, on ne l'est pas. Par contre, il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que parfois, le syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on ne se sent pas à sa place. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 types de syndrome de l'imposteur. Il y a le syndrome de l'imposteur, j'ai vraiment envie de faire ça, mais en fait, je ne crois pas que j'ai les potentialités de le faire. Et ça, pour moi, c'est celui-là sur lequel il faut travailler pour s'apaiser, se libérer, se déployer. Et il y a un autre syndrome de l'imposteur qui est presque fructueux. Moi, souvent, quand j'accompagnais, quand je faisais mes jobs avant très business, je ressentais le syndrome de l'imposteur parce que là, c'était autre chose, c'était un autre type de syndrome de l'imposteur. C'est parce qu'en fait, je faisais croire que ce que je faisais, ça m'animait vraiment, alors qu'au fond, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Et ça, c'est un autre syndrome de l'imposteur qui est plus un signal de je suis pas au bon endroit pour moi. C'est pas OK. Et pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. OK, trop cool. Merci pour tes super clés, Diane. Et je peux rajouter un dernier truc ou j'ai trop parlé? Ah non, tu peux rajouter autre chose. Une autre manière de dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est d'agir malgré la peur. De se dire, OK, typiquement dans cette histoire de remplacer mon prof de méditation pendant le confinement et cetera, de me dire: «OK, j'ai peur, je suis flippée, je panique, mais en fait, j'y vais quand même. J'y vais quand même et je vais voir comment ça se passe et je me fais confiance». Et en fait, à force de faire ça, au fur et à mesure, on va gratter, gratter, gratter sur la peur d'agir et petit à petit, en fait, on va apprendre à dépasser ces moments d'hésitation et au bout d'un moment, en fait, ce sera plus un problème. Est-ce que tu penses que pour toi, si on travaille là-dessus et que du coup, vraiment on se déploie, comme tu dis, en dernière étape, d'ailleurs la plus souhaitable, est-ce que tu penses que nos chers entrepreneurs du bien-être, comme j'aime bien les nommer, les coachs, les praticiens, les je sais que tu aimes pas ce terme, c'est pour ça que je dis comme j'aime bien les nommer. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. Chacun a le droit de nommer les choses comme ça le parle. On n'a pas tous les mêmes, Oui, exactement. les mêmes, Est-ce que tu penses que justement ça va aider, si tu te libères de tout ça, à déployer et du coup à vivre, de leur passion en abondance et sereinement? moi, je suis assez convaincue. En fait, je crois vraiment que pour, matérialiser quelque chose dans sa vie qui est important pour soi, il y a plusieurs étapes. 1, être conscient de ce qu'on veut. 2, le rendre tangible et concret en le visualisant, en le concrétisant, en se disant: «Tiens, je vais faire ci, puis je vais faire ça. Tiens, ça va ressembler à ci», et cetera, et cetera. Donc vraiment imaginer, visualiser, le rendre, concret. 3, là, il va y avoir tous les obstacles qui vont émerger, les peurs, les blocages, et cetera, et cetera. C'est normal, ça fait partie du processus et à ce moment-là, il s'agit de les comprendre et de les apaiser pour qu'ensuite, et évidemment, c'est pas linéaire, il va y avoir des allers-retours, et cetera, mais que petit à petit, voilà, on puisse façonner, pétrir ce qu'on a envie de construire. Mais c'est sûr que c'est une étape essentielle et je crois même que c'est vrai pour la vie pro et perso. Je me rappelle d'un moment que j'ai vécu assez fort il y a quelques années. Alors moi, pendant des années, un des grands sujets de ma vie, c'est que j'arrivais pas à construire une relation amoureuse qui fonctionne. J'étais en boucle dans des relations qui m'allaient pas. Et en fait, un jour, j'en parlais avec une copine. Et en fait, elle m'a dit: «Mais tu te souhaites en fait, c'est ça que tu veux? Est-ce que tu souhaites d'avoir une relation stable?» Et en fait, à ce moment-là, j'ai fondu en larmes parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me le souhaiter, comme si je n'arrivais pas à le visualiser pour moi. Il y avait vraiment cette croyance en moi que je méritais pas ça, que c'était pas pour moi. Et donc ça, c'est voilà l'imposteur, les peurs, les doutes, et cetera. Et à ce moment-là, le fait d'identifier ça, j'ai pu travailler à apaiser ces peurs et à vraiment m'autoriser à visualiser le fait que oui, j'ai le droit d'avoir une relation qui fonctionne. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Et en fait, ça a changé complètement ma relation en fait aux hommes et donc aux relations amoureuses. Et donc, ça m'a aidé à construire un couple, quoi. Donc, je crois que vraiment que ça vaut. C'est même pas une règle d'entrepreneuriat. Je crois que c'est vraiment une règle de vie, en fait. Visualiser Carrément. ce qui est important pour nous,
travailler sur les blocages qui empêchent d'y aller. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que, Diane, tu as des ouvrages ou des choses qui, toi, t'ont aidé à comprendre ce syndrome de l'imposteur que tu pourrais conseiller? Le livre de Julia Cameron que j'évoquais tout à l'heure, donc qui s'appelle Libérez votre créativité. Il est assez chouette parce qu'en plus, donc c'est un livre avec 12 chapitres et à chaque chapitre, il y a des exercices qui permettent de travailler sur le déploiement de sa singularité, les peurs qu'on a, les blocages qu'on a, les phrases qu'on se raconte dans notre tête, etc. etc. Ça, c'est un super ouvrage là-dessus. Un autre livre très chouette aussi pour travailler sur ça, c'est L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar, pour info, c'est un des pionniers de la psychologie positive et il a donné à Harvard un cours sur le bonheur qui était le cours avec le plus de listes d'attente dans l'histoire de Harvard. Il y avait des centaines de personnes qui attendaient de pouvoir suivre ce cours. Et donc, son livre est sur l'apprentissage de l'imperfection, comment apprendre à faire les choses dans la confiance qu'on n'a pas besoin d'être parfait, en fait, pour initier, pour se lancer dans l'action, etc. Ensuite, il y a Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça, c'est un livre de communication non violente. Donc ça, la communication non violente, comme on en parlait tout à l'heure, ça permet de prendre soin de ses émotions, de comprendre ce qu'il y a derrière à un moment de l'angoisse, à l'autre moment de la colère, de la frustration, un sentiment de blocage, de résistance intérieure. Ça permet de comprendre ce qu'il y a derrière pour pouvoir se remettre en mouvement. Donc ça, il est super ce livre. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, il y a l'académie, effectivement, où on en parle. Il y a nos formations en ligne où on a vraiment creusé un maximum le sujet. Tu en as d'autres? En fait, moi, j'avoue que pour moi, la méditation, c'est tellement puissant. C'est-à-dire que pour défaire ces schémas, en fait, je ne peux que recommander de méditer parce qu'en fait, quand on est assis et qu'on médite, on s'entraîne à voir le schéma qui est là à un instant T et à se dire « Ah tiens, il y a ça comme schéma, je reviens à ma respiration » et à le faire tellement de fois qu'au bout d'un moment, en fait, on apprend à voir les schémas qui nous traversent sans s'identifier à eux. On n'est plus collé à ce qu'on se raconte. On se laisse traverser, on voit, on observe et on a plus de recul, en fait. Donc clairement, pour n'importe quel schéma qu'on traverse dans nos vies, la médite, c'est génial. C'est un travail de longue haleine, mais c'est très puissant en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous accompagner sur tout le long de notre vie. Oui, puis qui nous fait rendre compte qu'on se définit pas à travers nos peurs et nos blocages. Exactement. Ça nous appartient pas, ça passe et ça s'évapore, quoi. Exactement. Donc, la méditation, je valide 1 milliard de fois. Merci beaucoup, Diane, pour tous ces conseils. Avec plaisir, Léa. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Alors, sur Insta, Diane Tayeb. Sur mon site web, dianetayeb.com. Ça, c'est simple, en fait, finalement. Et puis, sur LinkedIn et sur Facebook. Le même nom partout. Voilà. Ouais, le même nom partout, finalement. J'ai pas trop changé de nom à droite à gauche. Mais là où je pense que c'est le plus actualisé, c'est quand même Instagram. C'est-à-dire que parfois, j'oublie de mettre mes stages sur mon site internet et tout. Pas bien. Mal. Mais par contre, sur Insta, ce sera toujours actualisé. Bon, tant mieux. Allez vite sur Insta découvrir ce que Diane fait. Un grand merci. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ensemble. Et puis... Avec plaisir. Merci beaucoup, Léa. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.